Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la formule que nous avons nommée Méta du podcast. Pour rappel, les épisodes méta vont engager des discussions générales sur la littérature comme vecteur de nouvelles valeurs, des valeurs au profit d'une transformation durable. Et donc, nous nous concentrerons non pas sur un livre lors de ces podcasts, mais plutôt sur des théories philosophiques et des concepts issus de sciences littéraires ou de sciences sociales. Lorsqu'on parle de valeurs, on considère indirectement que certaines choses portent une valeur alors que d'autres non. En plus des personnes et des entités, on peut aussi valoriser des actions. Par exemple, nous jugeons certaines attitudes comme bonnes ou d'autres attitudes comme mauvaises. Il s'agit donc du domaine de l'éthique. Je vais juste poser quelques définitions en amont du podcast afin que les explications qui suivent soient plus claires. Nous allons parler beaucoup d'éthique, de morale de manière générale et de morale au sein d'un texte, et donc je vais apporter quelques définitions. Donc premièrement, nous avons l'éthique qui est une discipline de la philosophie qui comporte un ensemble de principes et de réflexions qui tentent de déterminer ce qui est bien ou mal dans les comportements, notamment humains. Nous avons ensuite la morale. Elle se différencie de l'éthique car l'éthique est très réflexive et contextuelle, alors que la morale, elle, va tenter de poser des règles très prédéfinies par rapport à ce qui est bien ou mal. Donc la morale sera plutôt la face normative de l'éthique. Et donc la morale va poser des règles très codifiées, des règles de normes pour la société, alors que l'éthique engage plutôt la discussion du bien et du mal. Et ensuite, nous avons la morale d'un texte. Donc la morale d'une histoire ou d'un texte sera l'enseignement ou la leçon qu'un récit cherche à transmettre. Donc elle peut être explicite, comme nous le verrons, ou implicite, donc suggérée. Donc la différence avec la morale en général est que la morale d'une histoire est une leçon spécifique issue du récit, tandis que la morale en général est un système plus large de valeurs et de principes éthiques au sein de la société. Mais comme nous le verrons, évidemment, la morale d'un texte va dialoguer avec la morale générale de notre société, ne va pas forcément s'accorder avec celle-ci, elle peut aussi la contredire, mais d'une certaine manière, celles-ci vont dialoguer. Est-ce que vous avez déjà songé à la dimension éthique ou morale d'un livre ? Oui, sûrement. Vous avez sûrement, lors de votre enfance, lu ou entendu des fables, des contes. Ce sont des histoires dont la clôture du texte présentait une morale. Et c'est ainsi que, dès notre plus jeune âge, nous apprenons que tel ou tel animal s'est mal comporté dans une fable, de manière moralement inacceptable et qu'il en a été puni. Ou alors que les méchants du conte meurent à la fin, alors que les gentils entrevoient une fin plutôt heureuse. Et donc, dans de telles histoires, la finalité morale éduque les lecteurs et les lectrices et elle est plutôt transparente. Il est plus difficile de déceler le message éthique d'œuvres plus opaques, comme des romans par exemple, que nous lisons. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas entrevoir une certaine éthique, une certaine morale dans ces œuvres. Donc les analyses littéraires percent ou tentent de percer ces énigmes en décortiquant les textes, leur structure, leur contenu, etc. Mais une autre question qu'on peut se poser, également complexe, est celle du procédé et du toucher de cette dimension morale des textes sur leur audience, donc sur les lecteurs, les lectrices. Et ici, nous entrons dans l'univers de l'éthique de la narration. Dans ce podcast, je base surtout mes dires sur la philosophe Martha Nussbaum, mais également Paul Ricoeur, dans notamment ses ouvrages Soi-même comme un autre ou Temps et récit, et également les philosophes comme Phelan, Brody et Clark, qui ont aussi écrit des articles sur l'éthique de la narration. Vous verrez, je mettrai en note les ouvrages et les chercheurs et chercheuses d'intérêt.
Et donc, l'éthique de la narration, selon le chercheur en littérature anglaise James Phelan, peut être divisée en plusieurs sous-disciplines, que je vais vous présenter, et je vais prendre l'exemple du roman Madame Bovary de Flaubert pour illustrer les différentes façons, justement, de diviser cette discipline de l'éthique de la narration, avec un texte concret. Donc, premièrement, nous avons l'éthique du texte narré. Il s'agit, dans notre exemple, du plot de l'histoire racontée par Flaubert, de son univers fictionnel. Et ici, les questions qu'on se poserait seraient: quels codes moraux apparaissent dans Madame Bovary? Comment Emma Bovary reflète-t-elle ces codes, par exemple, lorsqu'elle interagit avec Charles? Quelles conclusions éthiques peut-on tirer du tissu social décrit et de relations exposées dans le roman? Donc ça, c'est l'éthique du texte narré. Ensuite, nous avons l'éthique du fait de narrer, donc de la narration elle-même. Et ici, il s'agirait donc d'examiner les techniques de narration auxquelles l'auteur fait appel afin de transmettre au mieux ses idées. Donc, dans notre cas, il s'agirait par exemple, Flaubert utilise-t-il un schéma narratif spécifique, en particulier, pour toucher moralement l'audience ou non? Troisièmement, nous avons l'éthique de la réception. Dans notre cas, il s'agirait d'une question du type: comment le texte de Flaubert influence-t-il mes valeurs personnelles en tant que lectrice? Quel écho éthique la lecture de ce texte a particulièrement résonné en moi? Et finalement, nous avons l'éthique de la production, ou du marché littéraire, qui tente de comprendre les enjeux et les conséquences éthiques de la production, de la publication et de la diffusion d'un texte. Et ceci à une époque donnée et dans une région donnée. Donc là, je vais changer d'exemple et je vais prendre un exemple assez classique, qui est celui de la ville de Paris, qui constitue toujours le centre prestigieux de l'édition des textes francophones. Et on pourrait se poser la question: est-ce que les maisons d'édition favorisent-elles les textes de pays occidentaux aux dépens de textes francophones non européens? Est-il juste que la publication de textes africains, par exemple, doivent se faire en France pour garantir leur succès et leur reconnaissance? Donc voici des questions qui toucheraient à la sous-discipline de l'éthique de la production. Et donc vous pouvez vous poser la question: pourquoi est-il en fait important de comprendre comment les textes influencent nos valeurs, nos croyances, le sens que nous donnons aux choses de la vie, nos identités, sont constitués des narrations qui nous entourent. En effet, nos jugements, nos pensées, nos émotions sont indirectement construites sur plusieurs formes de récits qui nous environnent. Il y a les méta-récits dominants de la société qui façonnent les normes sociales d'une communauté. Deuxièmement, nous avons les publications externes engagées qui transmettent des valeurs spécifiques à un public spécifique, une audience au sein d'une communauté. Et ici, il s'agit de publications telles que des œuvres d'art, des livres, des articles, des discours. Donc nous pouvons avoir différents médiums pour transmettre ces messages. Et finalement, il y a les récits individuels qui sont sensibles au contexte et à la situation de chacun et de chacune. Donc ici, il s'agit de la narration que je crée moi-même lorsque je raconte mon quotidien ou lorsque je souhaite réciter quelque chose à quelqu'un. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout ce deuxième niveau, donc ces textes engagés qui utilisent différents médiums. Et ce qui m'intéresse comme médium, c'est la littérature et la fiction, notamment. Donc pour comprendre un peu ces histoires basées sur les théories de l'éthique de la narration, retournons d'abord en Grèce antique pour mieux comprendre. Peut-être que vous le savez, mais Aristote voyait déjà le potentiel des récits pour déclencher la poursuite de la vertu, notamment grâce à la catharsis, qui est une sensation très forte d'émotion que l'on ressent par exemple dans une pièce de théâtre, un bouleversement purgatoire dans lequel nous traversons Héléos, la pitié, et Phobos, la crainte, afin de nous purifier. Un bouleversement émotionnel qui ferait de nous une meilleure personne après la pièce, car nous aurions compris certaines valeurs transmises par la pièce de théâtre. Selon les théories de l'éthique narrative, les récits jouent un rôle conséquent sur les valeurs personnelles et les engagements moraux. Et ceci, les philosophes que j'ai cités plus tôt l'ont souligné bien après Aristote à nouveau.
Et donc les récits, les narrations influencent notre perception du monde, notre manière de penser, de réagir aux événements, de comprendre l'attitude des autres face aux situations qu'ils vivent. Et donc, on pourrait dire que nous façonnons ainsi notre identité morale. Nous utilisons les récits comme des scénarios comportant des dimensions éthiques auxquelles nous voulons adhérer ou non. Et ainsi, lorsqu'on lit un livre, nous allons adhérer ou non à ce que cette histoire raconte, puis nous allons en tirer certaines leçons que nous allons appliquer ensuite dans notre vie lorsque nous avons par exemple un dilemme à régler. Et c'est donc cette identité morale qui va guider nos actions et nos comportements dans des contextes particuliers, alors que nous essayons, par l'imagination, de discerner les prochains chapitres possibles des événements présents, de choisir les actions qui correspondent le mieux à nos valeurs fondamentales. Et c'est donc ainsi que les récits auraient un impact sur notre développement des émotions, en général en fait, et de notre désir de connaissance de nous-mêmes, et ainsi, les récits aideraient à procéder à une formation de confiance en soi, et de confiance en les règles de conduite éthique pour lesquelles nous optons. Selon certains philosophes, comme par exemple Martha Nussbaum ou Kate Oatley, ce sont surtout les textes fictionnels qui pourraient améliorer nos sensibilités éthiques grâce à l'inclusion de détails très circonstanciels qui enrichissent notre compréhension de situations singulières que nous ne vivons pas et que nous ne vivrons probablement jamais. C'est-à-dire, une œuvre nous permet de voyager dans d'autres consciences, dans d'autres contextes, et de développer de l'empathie universelle pour cette personne ou ce contexte. De plus, une théorie du chercheur Greg Garrard, un chercheur en éco-critique empirique, pointe du doigt qu'une fiction ne manifeste pas, dans la plupart du temps, de souhait de persuasion directe, à l'inverse par exemple d'un discours politique qui souhaite persuader et qui va démontrer quelle idéologie il défend de manière très transparente. Et ce genre de persuasion peut parfois déclencher un effet contraire de rejet de ces idéologies. Donc ainsi, une fiction laisse plus de liberté pour des réactions émotives qui ne se réfèrent pas directement à une situation réelle et qui seraient aussi plus délicates. Peut-être que maintenant vous vous dites « et la durabilité, l'environnement, dans tout ça ?» Il se situe aussi à la base de notre identité. En effet, certains philosophes ont déjà abordé le lien entre les récits et les valeurs environnementales. Certains ont souligné l'idée que l'environnement, les paysages, constituent notre identité. Ils forment le cadre de récits spatio-temporels qui permettent de nous orienter et de réaliser nos récits individuels dans notre quotidien. En d'autres termes, ils sont le décor qui nous permettent de trouver un sens ultérieur à nos vies, en quelque sorte. De plus, nous octroyons à ces paysages des valeurs basées sur des relations de sens. Ces paysages nous rappellent notre pays d'origine, certains souvenirs, ou nous permettent de nous épanouir en nous donnant un lieu d'être, et aussi bien sûr du plaisir esthétique. Et ici, nous pourrions aussi parler de valeurs eudémoniques du paysage et de l'environnement. Donc cette idée de processus cyclique qui façonne l'identité ou les valeurs d'une personne, d'une part par les livres mais aussi par le paysage, nous ramène inévitablement aux théories herméneutiques de Ricoeur. Pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie, c'est une théorie qui dit que la lecture de fiction reconfigure l'identité narrative du lecteur ou de la lectrice par la confrontation à de nouveaux contextes et de nouvelles perceptions. Et ainsi la lecture élargirait la conscience des alternatives ou des situations de vie existantes, ce qui conduit à une meilleure compréhension des autres, mais aussi de soi-même. Et ainsi, l'identité narrative s'ajuste à chaque lecture de texte. Et il y a une théorie analogue qui s'appelle l'herméneutique environnementale, qui a été développée par le chercheur Martin Drenten, et celle-ci définit la manière dont nous percevons l'environnement comme une multicouche de conceptualisation possible de celui-ci, et de cette manière, chaque personne aurait une identité environnementale qui résulte de son contexte personnel, mais bien sûr qui a été développé et va continuer à être développé, reconfiguré, avec les expériences environnementales physiques de cette même personne. Donc c'est-à-dire, notre identité environnementale change dans les expériences physiques de la nature. Donc quand nous allons nous promener dans la nature par exemple, ou vivons certaines expériences spécifiques
avec des animaux ou de la nature. Et donc nous constatons que ces ajustements identitaires itératifs se trouvent à la fois dans les livres, et ceci a été conceptualisé, théorisé par les théories littéraires, mais aussi dans la nature physique, selon les éthiciens environnementaux. Donc ici, il existe vraiment un parallèle entre ces deux univers et ces deux théories. Mais est-ce qu'on pourrait créer un raccourci entre ces concepts, c'est-à-dire repenser nos codes moraux, environnementaux, à travers la lecture de textes écopoétiques fictionnels? Pouvons-nous développer de l'empathie pour les non-humains, le vivant, en lisant des textes fictionnels sur la nature? C'est tout l'enjeu de ce podcast et ses formes méta, qui souhaitent faire réfléchir à nos rapports à la nature par des voyages romanesques à travers d'autres consciences, d'autres perceptions, et de réfléchir comment l'écriture ou la lecture peut directement impacter ces perceptions. Voilà, il s'agissait de la mise en bouche de ces épisodes méta, j'espère que ça vous a intéressé. Nous avons posé les bases de l'éthique de la narration et d'autres théories. Et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode méta qui ira un peu plus en profondeur dans certains volets de ces théories. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram à Zephyr Podcast ou sur Spotify, ou bien sûr de nous retrouver sur le site web Culture et Communication. Merci beaucoup!